Aujourd'hui, on plonge dans les mécanismes de l'influence, de la persuasion et parfois, oui, de la manipulation. Hmm. On va explorer ensemble comment ces forces, souvent invisibles, façonnent nos vies, de la plus petite interaction quotidienne jusqu'aux grandes croyances de nos sociétés. Et pour ça, on a un mélange de sources qui est, je trouve, assez génial. On a des manuels presque de terrain, du renseignement humain au quotidien, on a des papiers de psycho, Oui, très pointu. très pointus sur le machiavélisme, et puis un essai plus philosophique sur la conviction. Bref, on va passer de la théorie pure à des trucs très très concrets. Notre mission, c'est un peu de décortiquer la psychologie humaine derrière tout ça. Comprendre les techniques, bien sûr, mais surtout, je crois, comprendre pourquoi on est si perméable, pourquoi ça marche si bien. Exactement. Allez, on commence par un détail qui peut sembler anodin, mais qui est en fait une clé d'entrée monumentale. Ça vient du nouveau manuel de manipulation, c'est l'effet du regard. Ah oui. Des études montrent qu'un simple contact visuel, s'il est un peu prolongé, nous fait percevoir l'autre comme plus sympa, plus honnête. C'est fou, non? Juste avec les yeux. Bah, c'est le point de départ parfait, vraiment, parce que ça nous met directement au cœur du réacteur. L'influence, ça commence presque toujours par des leviers qui sont non rationnels. Mhm. Bob Burg, dans L'art de la persuasion, il martèle ce point. On croit prendre des décisions logiques, mais en réalité, 90% de nos choix sont d'abord émotionnels. D'abord émotionnel. Oui, la logique, elle, ne vient qu'après. C'est un peu l'avocat qui vient justifier ce que l'instinct a déjà choisi. Un regard, un sourire, ce sont des signaux qui parlent à notre ego, à notre besoin d'être reconnu. Et quand cet ego est flatté, on est déjà moitié d'accord. Et ce qui est fascinant, c'est que ça se combine avec un autre réglage par défaut de notre cerveau qui nous rend hyper vulnérables. Oui, Sébastien Boulère en parle dans ses 150 petites expériences. Il appelle ça le biais de crédulité. le biais de crédulité. Voilà. Face à un flux d'infos rapide, comme à la télé, le cerveau n'a pas le temps de trier. Son réflexe, ce n'est pas de questionner, c'est de croire. Juste pour pouvoir suivre. Pour suivre le rythme. Exactement. L'esprit critique, ça demande un effort, c'est lent. La crédulité, c'est, pop, la voie rapide. Et voilà, vous avez là le cocktail parfait qui ouvre la porte à toute persuasion. D'un côté, un moteur émotionnel. De l'autre, un système qui, par défaut, accepte plutôt qu'il ne rejette. C'est sur ce terrain de jeu que toutes les techniques vont pouvoir s'épanouir. Alors allons-y, ouvrons cette fameuse boîte à outils. C'est là que ça devient à la fois génial et un peu effrayant, je trouve. Un peu, oui. Le manuel de Gilles Azopardi décrit une méthode ultra classique, un standard du genre, la technique de la porte au nez. À la porte au nez. On demande d'abord un truc énorme, quasi absurde, en sachant très bien qu'on va se prendre un refus. Par exemple, demander à un ami de nous prêter sa voiture pour une semaine entière. Le refus est quasiment certain, évidemment. Et c'est là que la deuxième étape s'enclenche. Juste après le refus, on formule notre demande réelle, qui est, elle, beaucoup plus modeste. Quelque chose comme Ah d'accord, je comprends. Et juste pour demain après-midi, ce serait possible. attendez, mais l'autre personne ne se sent pas juste jouée. Je veux dire, si la première demande est vraiment absurde, ça peut se retourner contre nous, non? On passe pour quelqu'un qui n'a aucune notion des réalités. C'est tout l'art du dosage. Vous mettez le doigt dessus. Si la demande est trop délirante, l'autre va juste rire. Il ne ressentira aucune culpabilité. D'accord. Non, la première demande doit être juste assez grosse pour être refusée, mais assez plausible pour que l'autre se dise « Ah mince, j'ai dû le décevoir ». C'est cette petite tension, ce sentiment de culpabilité d'avoir dit non, qui ouvre la porte. L'autre a l'impression qu'on a fait une concession énorme, Et il se sent obligé d'en faire une à son tour. par réciprocité, exactement. Et hop, il accepte. C'est redoutable, vraiment. Dans le même genre, il y a la technique du « et ce n'est pas tout ». Une expérience sur un campus américain, citée dans les sources, est juste hallucinante. Celle des gâteaux? Oui, des vendeurs proposent des gâteaux. Dans un cas, le vendeur dit « le gâteau coûte 75 cents et vous avez 2 cookies avec ». Approche directe. Logique. Dans le second cas, il dit « le gâteau coûte 75 cents », il marque une petite pause et il ajoute comme s'il venait d'avoir une idée « et ce n'est pas tout, aujourd'hui, je vous offre 2 cookies avec ». Et le résultat est dingue. Les ventes ont presque doublé. Doublé. Et c'est la même offre. Objectivement, rien n'a changé. C'est complètement fou. Pour la même offre, ça montre à quel point notre cerveau n'est pas une calculatrice. On ne réagit pas à la valeur objective, mais à l'histoire qu'on nous raconte autour. La perception d'un cadeau ou d'une faveur, ça change tout. Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'influence,
Ça ne repose pas toujours sur des scénarios aussi travaillés. Parfois, c'est d'une simplicité Désarmante? oui, désarmante. Une étude de Randy Gardner, que Cialdini adore citer, a montré la puissance incroyable d'un simple post-it manuscrit. D'un post-it? D'un post-it. Il a envoyé des questionnaires administratifs. Pour un groupe, juste le formulaire. Pour un autre, le même formulaire, mais avec un post-it jaune collé dessus et un simple « merci » écrit à la main. Et alors? Les taux de retour ont explosé. Juste pour un post-it? Mais pourquoi? Parce que ça brise l'anonymat. Ça transforme une tâche administrative froide en une demande personnelle. Ce petit effort, ce message à la main, ça crée un micro-lien social. On n'a plus l'impression de répondre à un système, mais à une personne. Et on est câblé pour coopérer avec les autres humains, pas avec des formulaires. C'est du renseignement humain dans ce qu'il a de plus simple, en fait. Créer une connexion. C'est exactement ça. Je suis frappée par l'efficacité de tout ça, mais j'imagine que ça demande une sacrée capacité à lire les gens. Qu'est-ce qui se passe quand on passe du côté obscur, quand ces outils deviennent des armes de manipulation consciente? Les sources parlent du concept de machiavélisme. Oui, et il faut bien comprendre que le machiavélisme en psychologie, ce n'est pas juste une référence à l'auteur du Prince, c'est un trait de personnalité bien défini. C'est-à-dire? Une vision cynique de la nature humaine, une tendance à manipuler et une vision des autres comme des instruments. Et leur caractéristique la plus troublante, c'est ce que les chercheurs appellent l'empathie froide. L'empathie froide. Oh? Mais c'est un oxymore, non? Ça y ressemble, mais c'est très précis. Ils possèdent ce qu'on appelle l'empathie cognitive. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont très doués pour comprendre ce que les autres pensent, ce qu'ils ressentent, pour décoder leurs points faibles. Ils peuvent lire la carte de vos émotions. Ah oui, je vois. Par contre, ils manquent cruellement d'empathie émotionnelle. Ils ne ressentent pas avec vous. Ils comprennent la mécanique de votre tristesse, mais ils ne la partagent pas. Donc ils savent exactement sur quel bouton appuyer pour obtenir une réaction. Mais sans jamais ressentir le poids émotionnel de leurs actions. C'est ce qui leur permet de manipuler sans remords. C'est exactement ça. Ils ont le plan de la machine, mais ils ne ressentent pas les vibrations. Il y a une étude sur le volontariat caritatif qui l'illustre de façon glaçante. Racontez? On a mesuré le score de machiavélisme de participants, puis on leur a proposé de faire du bénévolat. Quand la décision était anonyme, les machiavéliques étaient très peu volontaires. Logique. Oui. Mais quand la décision devait être annoncée publiquement, devant le groupe, leur taux de volontariat a triplé. C'est de l'altruisme de façade, purement stratégique. Le but n'est pas d'aider, mais de soigner sa réputation pour gagner en influence. Terrifiant. Oui, Comment on gère ces profils sales? Le livre d'Azopardi donne des exemples concrets comme le lèche-botte ou l'arrogant, le je me la pète. On a tous connu un collègue comme ça. ah oui. Et les stratégies proposées sont très pragmatiques. Face au lèche-botte, celui qui vous flatte en privé mais vous critique en public, la clé, c'est la gestion de l'information. C'est-à-dire? C'est simple, ne rien lui donner. Garder ses opinions pour soi, ne partager que le minimum, ne jamais lui fournir de munitions qu'il pourrait retourner contre vous. C'est de la compartimentation d'informations pure et simple. D'accord. Et face à l'arrogance, celui qui sait tout sur tout et écrase les autres. Là, la tentation, c'est de l'affronter ou de se soumettre. Les deux sont des pièges. La stratégie est plus subtile. D'abord, reconnaître son statut, ou du moins son besoin de reconnaissance. Une phrase comme « c'est certain que vous avez une grande expertise sur ce sujet ». Ça le désarme. Et c'est seulement après qu'on réaffirme calmement sa propre valeur. Et justement, mon expérience m'amène à penser que Attendez, juste reconnaître son statut, ça ne risque pas de renforcer son ego, justement. On ne lui donne pas raison en faisant ça. c'est le piège. La réaction instinctive serait de le confronter, de dire « non, vous n'êtes pas si génial ». Mais ça, c'est entrer sur son terrain, le terrain du combat d'ego, un combat qu'il a préparé toute sa vie. Et qu'on va perdre. Probablement. En disant « je reconnais votre compétence », on désamorce le conflit. On ne dit pas « vous avez raison », on dit « j'entends votre besoin d'être reconnu ». C'est une manœuvre de judo social. On utilise sa force pour le neutraliser. Et c'est seulement après qu'on peut poser ses arguments. Comme le dit Bob Burg, l'objectif est de répondre de manière consciente, pas de réagir de manière impulsive. Donc on a cette technique individuelle, cette psychologie du face-à-face, mais ce qui est fou, c'est d'imaginer ce qui se passe quand on applique ces principes non plus à une personne, mais à des millions. Comment est-ce que ça change d'échelle? Et c'est là qu'on bascule dans une autre dimension. L'essai de Jean-Claude Guillebeau, La force de conviction, devient passionnant. Il prend ces mécanismes et analyse ce qu'il appelle le tenir pour vrai à l'échelle d'une société. Le tenir pour vrai. Oui,
Et il montre, de façon assez provocatrice, comment des systèmes de pensée laïques, comme le néolibéralisme, se mettent à fonctionner exactement comme des religions. Comme des religions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il entend par là? Il décortique la structure. Vous avez un clergé, les experts, les économistes. Ceux qui ont le droit de parler. Exactement. Vous avez des dogmes, les lois du marché, présentées comme intangibles, presque divines. Vous avez des liturgies, les grands sommets internationaux, la présentation des indices de croissance chaque soir. Et vous avez même une promesse de salut, la future cité heureuse, qui adviendra une fois qu'on sera délivré du poids de l'État. Vu comme ça, c'est vrai que la structure est la même. C'est un système de croyance qui a réussi le tour de force de se présenter non pas comme une croyance, mais comme un savoir objectif, une description de la réalité. C'est l'apogée de la persuasion. Quand l'idéologie n'a même plus besoin de convaincre parce qu'elle est devenue l'air qu'on respire. Et j'imagine que les médias jouent un rôle absolument central là-dedans. Un rôle de diffuseur principal. Guy Hobeau parle de la culture du flux des médias d'information en continu. Cette culture produit de la croyance à la chaîne, mais une croyance très particulière. Elle est éphémère, changeante, amnésique. Hmm. L'unanimité médiatique sur un sujet peut être d'une puissance dogmatique incroyable pendant une semaine. Et une semaine plus tard, être remplacée par une autre, totalement opposée, sans que personne ne semble remarquer la contradiction. C'est une machine à fabriquer du consentement à haute dose. On a donc fait tout le chemin du pouvoir d'un simple regard dans une conversation à la construction de systèmes de croyances qui structurent le monde. C'est c'est à la fois fascinant et ça donne un peu le vertige. Et pour laisser une dernière pensée, il y a une idée assez provocatrice qui vient de la psychologie évolutionniste. C'est l'hypothèse de l'intelligence machiavélique. D'accord? Cette hypothèse suggère qu'une part significative de notre intelligence, de la taille même de notre cerveau, n'a pas évolué pour chasser le mammouth, mais sous la pression de la compétition sociale au sein de nos propres groupes. Si je comprends bien, notre cerveau aurait grossi pour qu'on devienne meilleur, pour se manipuler les uns les autres, pour coopérer, certes, mais aussi pour mentir, tromper et surtout pour détecter le mensonge chez les autres. C'est l'idée. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Si cette hypothèse est vraie, alors la manipulation n'est pas un bug dans notre système, c'est une fonctionnalité de base de notre intelligence sociale. Waouh! Oui, question n'est donc plus de savoir si on manipule, mais quand, comment et pourquoi on le fait. Ça laisse une question vertigineuse pour finir. Si la persuasion et la manipulation sont à ce point inscrites dans notre histoire évolutive, peut-on vraiment tracer une ligne claire entre une influence éthique et une manipulation égoïste? Et surtout, où se situe cette ligne aujourd'hui dans un monde où la technologie et les réseaux sociaux démultiplient la puissance de ces techniques ancestrales à une échelle planétaire? La question reste plus que jamais ouverte.